Bonjour Xavier Hofer, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors je vous représente rapidement, même si vous êtes connu de nos auditeurs. Vous êtes criminologue, professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Fudan University, donc à Shanghai, à la George Mason University de Washington et directeur de collection au CNRS. Et vous avez consacré de nombreux de vos ouvrages à la criminalité et au terrorisme. Merci donc d'être avec nous ce matin pour reparler de ce cambriolage du Louvre. Alors avant d'avoir vos analyses sur la façon dont les choses se sont déroulées, les leçons dont on peut tirer de ce cambriolage, il paraît qu'on a attrapé 2 suspects. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez la sensation que l'enquête a été bien menée, suffisamment rapidement, puisqu'on est quand même plus d'une semaine après ce cambriolage maintenant. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Plusieurs choses. D'abord que depuis à peu près le commissaire Maigret, c'est-à-dire les années 50 et début des années 60 du XXe siècle, la police a fait d'énormes progrès en matière de rétrospectif, c'est-à-dire que des brigades d'élite comme la BRB arrivent toujours mieux à enquêter, à déceler qui sont les coupables potentiels, à les traquer et à les arrêter, mais la police n'a fait, et la gendarmerie, et même la justice, c'est-à-dire tout le régalien, n'a fait aucune espèce de progrès vers l'anticipation des menaces. C'est-à-dire que nous vivons en 2025 dans un monde où on va d'un bout à l'autre de la planète en moins d'une journée, dans un monde où tous les terriens, ou presque, ont dans leur poche un terminal qui leur permet d'être informés à la seconde de tout ce qui se passe, où les communications sont instantanées, et la police française, hélas, ce n'est pas de sa faute, j'y reviendrai, travaille toujours comme les Pandores à la fin du 19e siècle, commission d'une infraction, traque du coupable et déferlement à la justice. Ben, c'est pas comme ça qu'on bosse en 2025. Et je le regrette d'autant plus que dans un autre domaine qui est celui du terrorisme, ces progrès-là ont été faits. C'est-à-dire que depuis les grands attentats de 2015-2017, Paris avec les terrasses et le Bataclan, Bruxelles, Barcelone, etc., vous avez vu que ces grands attentats ont pour l'essentiel fini d'empoisonner la vie des Européens. Pourquoi? Pas parce que les djihadistes sont devenus brutalement plus gentils ou parce qu'ils ont adhéré en masse à l'armée du salut, mais parce que des dispositifs à base d'intelligence artificielle, parce que tout ça existe, permettent désormais de déceler les préparatifs de tels actes. Vous avez impossibilité, naturellement, de préparer en 2025 un acte, quel qu'il soit. Le fait d'aller passer le week-end chez votre grand-mère ou préparer l'attentat du siècle, tout cela laisse des traces numériques. Vous vous servez de téléphone portable, il y a des messages, des textos d'envoyer dans tous les sens, et donc il y a des configurations qui permettent de déceler si paisiblement l'isolote s'apprête à passer le week-end en famille. Alors là, c'est pas dangereux, et enfin on peut le supposer. Et deuxièmement, de préparer un hold-up ou de préparer un braquage ou de préparer un attentat. Donc désormais, quand un terroriste signalé débarque au sud de l'Espagne, à Algeciras, ou qu'il a traversé depuis le Maroc, il est signalé en moins de 10 minutes jusqu'à Stockholm et jusqu'à Bucarest. Pourquoi, au nom du ciel, ne fait-on pas ça pour le grand banditisme? Alors ça, c'est le premier point. Le Ouais. deuxième point important est que l'enquête rétrospective oblige les gens qui nous gouvernent et dont on peut penser que la sécurité n'est pas au premier plan des préoccupations à se précipiter pour dire ça y est, on les tient, etc. Et ce qui compromet la suite de l'enquête. Un enfant de 4 ans comprend qu'à partir du moment où on arrête deux des zèbres, comment dit-on, issus de la diversité,
coupable au moins de l'acte immédiat qui consiste à être monté sur une échelle et puis à avoir fracassé une vitrine et parti avec son contenu, du moment où on arrête ces deux-là et où on le médiatise, le risque est toujours plus grand de voir ceux qui détiennent physiquement les bijoux en question, soit les déceler, retirer les pierres précieuses, fondre l'or et bazarder tout ça, soit même s'en débarrasser. Donc cette précipitation prouve, établit une fois de plus, et vous avez vu que hier encore, il y avait des sabotages de voies ferrées au moment où les gens partent en vacances dans la région lyonnaise. Évidemment, ce sont des anarchistes qui ont fait ça, ou des antifas, ou Dieu sait trop qui, et une fois de plus, pardon de parler de manière un peu familière, mais le gouvernement dans son entier a été pris avec le pantalon sur les chevilles. Ils sont incapables de prévoir quoi que ce soit dans le domaine du sabotage, dans le domaine des attentats, des écolos activistes ou quoi que ce soit, et dans le domaine du vol. Troisièmement, et le plus important, nous avons assisté le 22 octobre à une scène de retour, vous savez, le voyage dans le temps, là, on était en 1785, la dame qui dirige le Louvre est venue s'expliquer, du moins pouvait-on le penser, devant la commission du Sénat, qui pensait pouvoir s'étonner un peu du fait que on parle de la valeur faciale, on ne parle pas de la valeur historique, etc. Que 88 millions d'euros aient disparu comme ça, pouf, en 7 minutes, et que nous soyons la risée du monde entier. Eh bien, la dame en question, qui fait partie de la noblesse, vous savez, de l'entourage, elle en fait partie à plus d'un titre, mais je n'entrerai pas dans les détails, de l'entourage de M. Macron, c'est-à-dire l'espèce de cour de M. Macron, arrive. Elle est suffoquée, elle ne comprend pas. Elle s'adresse à la Valtaille, là, en disant, mais on a traîné mon nom dans la boue, mais vous vous rendez pas compte, mais qu'est-ce que je suis obligé de perdre mon précieux temps à m'expliquer devant des loufias là, de la représentation nationale, et ces gens-là sont en 1785. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle les gens sont furieux, qu'on ait dilapidé une partie de leur héritage. Donc, conclusion de l'affaire en question, personne, depuis des années, malgré les rodomontades de M. Darmanin et consorts, n'a obligé la police à changer de pied en disant « Vous ne vivez plus en 1950, nom de Dieu, vous allez me faire le plaisir d'utiliser les méthodes d'anticipation des menaces ». Et puis, Mme Descartes et d'autres sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on s'en prend à moi? Fi donc, valet, laquais, et voilà. » Donc, on est dans ce monde-là. Alors, bien entendu, une chose est certaine, il y a des précédents historiques, ça ne peut pas durer très longtemps. Ouais. Alors, il y a un autre point qu'on n'a pas mentionné, Xavier Hofer, c'est que pour attraper ces deux suspects, la France a fait appel à l'ex-chef des services secrets israélien, qui donc a mobilisé son antenne de Tel Aviv, s'appelle Yaakov Perry. C'est lui qui a travaillé avec sa boîte de sécurité privée, la CGI, pour aider la France à mettre la main sur ces malfrats. C'est-à-dire que la France n'a même pas réussi elle-même, finalement, en tout cas pas seule, à identifier ces suspects. Une fois de plus, c'est un aveu de faiblesse et un échec qui devrait nous pousser à réellement remettre en question toutes nos méthodes de fonctionnement, toutes celles dont vous nous parliez. Ce que vous dites n'est pas sûr. Nos amis israéliens ont une tradition longue et bien établie, quand ça marche, de dire que c'est grâce à eux, et quand ça marche pas, de s'écraser et de parler d'autre chose. Donc, je ne suis pas certain que ce se soit vraiment passé comme ça. Vous savez, c'est un milieu que je connais, c'est des gens que je connais bien, et je suis moins sûr que vous de la certitude de cette histoire-là. Une chose, cependant, est certaine. Vous avez un énorme marché de la protection des grandes sociétés de joaillerie et de bijouterie, et surtout des congrès et des salons qu'ils organisent. Vous avez des salons, notamment en Suisse, où on expose des diamants en quantité énorme, les plus beaux, les plus gros, etc. Parce que c'est un business, c'est un commerce, vous voyez. Et il y a, pour la protection de ces grandes sociétés de joaillerie, de bijouterie, d'orfèvrerie
et de ces grands salons des sociétés spécialisées. En effet, beaucoup d'entre elles sont israéliennes. Ce sont de grands professionnels et surtout, ils ont une capacité des fois à arranger les choses. Vous avez vu que récemment, euh, alors c'est toujours à 500 mètres de l'Élysée que ça se passe, hein, donc la protection de la France est quand même pas terriblement, Ouais. même pour la précieuse vie de notre président, Kim Kardashian, elle se fait braquer à 300 mètres de l'Élysée. Quand vous êtes en haut de l'avenue Montaigne et les bijouteries qui ont été braquées, vous sortez sur l'avenue, vous regardez droit devant vous et vous avez l'Élysée au fond. Vous voyez, c'est quand même pas terriblement On bien va peut-être protégé. enlever Emmanuel Macron avec un monte charge d'ici quelques jours, hein, qui sait, à ce rythme-là. Voilà. Alors, pendant qu'on plaisante, euh, vous avez vu, il y a un comique, vous savez, la série des albums Martine, Martine va à la plage, etc. Et là, il y a un faux album Martine qui circule avec Martine Felgay, avec derrière l'échelle et la petite fille qui est cachée derrière une poubelle, etc. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça, parce que ça montre bien toute l'ironie de la chose. Et comme le disait Groucho Marx dans une formule célèbre, la situation est désespérée, mais elle n'est pas grave. Vous voyez, sous Macron, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, vous avez une mauvaise protection des lieux officiels, même tout près de l'Élysée, et vous avez des individus qui s'enhardissent. Il est évident que, je le répète 1000 fois, mais la base de la pédagogie, c'est la répétition. Donc, il faut répéter les choses 1000 fois. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Si on ne les arrête pas, ils continuent. Et là, vous avez des individus. Alors, ils ont commencé par braquer des boîtes. Mais les bijouteries, c'est différent parce qu'ils ont des assurances et des sociétés, je vous le disais, qui peuvent arranger les choses. Par exemple, les sociétés israéliennes dont je vous parlais, par derrière et en douce, ils contactent les voyous qui ont fait ça en disant tu vas te faire attraper, tu vas passer 10 ans en tôle, rends-moi les bijoux, je te donne une valise avec des billets dedans, 100 000, 200 000, 300 000 euros, on n'en parle plus, tu auras quand même gagné ta vie, et nous on aura récupéré pour 15 ou 20 millions de marchandises. Alors peut-être à ce niveau-là, il y a peut-être eu des contacts entre des intermédiaires divers, mais je pense que la police française est très qualifiée et très capable d'attraper des brigands. Hélas, elle est beaucoup moins capable de prévoir de tels actes et de faire en sorte qu'ils ne se commettent pas. Je reprends l'exemple du terrorisme. Vous avez vu depuis ces dernières années, et c'est vrai, le ministre de l'Intérieur arrive de temps en temps à la télé pour dire, voilà, on a démantelé un gang ou une bande ou un réseau terroriste qui s'apprêtait à faire ceci et cela. En matière de terrorisme, les arrestations a priori, c'est-à-dire avant l'acte, mais quand même avec la capacité de poursuivre les gens, parce Oui. qu'ils sont traités avec des armes, parce qu'ils ont des cagoules, parce qu'ils ont volé des voitures. Enfin, on se rend compte que tous les préparatifs sont là, et ce travail n'est pas fait en matière de crime organisé, ni de déprédation et de sabotage des anarchistes dont je vous parlais s'agissant du TGV. Donc il y a des domaines dans lesquels on le fait et des domaines dans lesquels on ne le fait pas. Et le fait que ni le président, qui est un libéral absolu, ni la patronne du Louvre et toute l'espèce de petite camarilla autour du président ne s'inquiètent une seule minute des affaires de sécurité, ils s'en foutent, quoi, c'est très clair. Donc, ça n'arrange rien. Bah oui. Et alors l'ennui, c'est que là, le message qui a été envoyé par ailleurs, aux malfrats, c'est que voilà, finalement, c'est assez simple de, pénétrer à l'intérieur, du plus grand musée de France, enfin en tout cas du Du plus monde. connu et puis de récupérer, pour une somme astronomique, ces bijoux-là, d'avoir quelques complices en interne et puis, finalement, il suffit presque d'aller faire son marché comme si on allait à la brocante. Est-ce que vous craignez que dans les années qui viennent, on ait une multiplication de ces tentatives, Xavier Hofer? Alors, jusqu'à présent, une grande partie des médias du système, hein, ils ont réagi à cette affaire-là, là aussi. Alors, comme les policiers euh, vivent dans leur tête, avant l'ère de l'anticipation stratégique, ils vivent à l'ère de on arrête le coupable et on le défère à la justice, les journalistes qui tiennent d'eux 100% de leurs informations réagissent pareil. On n'est plus en 1950. Comment fonctionne une opération aujourd'hui comme celle du Louvre? Vous avez au sommet un caïd, c'est-à-dire quelqu'un qui est impliqué dans le grand banditisme, qui est bien connu et qui a une réputation. Cet individu, où est-il?
il est peut-être à Dubaï, il est peut-être en prison en France, il est peut-être en cavale à travers le monde, mais il conserve ces contacts-là grâce à la téléphonie mobile. Eh bien, un beau jour, on l'avertit qu'un coup est possible. C'est-à-dire, on l'avertit que telle bijouterie, ben, il y a une faille, qu'on y a recruté une source humaine. Autre possibilité dont on parle peu, mais qui est très réelle, c'est le piratage informatique. On peut pirater un site informatique, par exemple, d'une société de sécurité impliquée sur le site du Louvre, et puis récupérer des informations à l'intérieur. Ces informations, naturellement, elles sont précieuses, elles valent de l'argent. Donc, celui qui détient la source physique et celui qui a la source de piratage informatique vont contacter le caïd ou un de ses proches. Et cette information leur est payée. À partir de ce moment-là, que fait le caïd? Il cherche à recruter deux équipes différentes. Une première équipe pour, comme on dit en argot, fourguer les bijoux, c'est-à-dire les dessertir, les vendre, parce que clairement, enfin, tout le monde les a vus, maintenant le monde entier les a vus aux informations, donc on ne peut pas les vendre au marché aux puces. Hein. Donc, ça va être récupérer la valeur faciale des pierres et puis de l'or, etc. Et troisièmement, ce caïd va chercher une équipe capable de réaliser une opération comme ça. L'équipe en question, on lui fournit toutes les informations, on lui donne le minutage, on lui explique ce qu'elle doit faire et puis elle passe à l'acte. Alors, quelles sont les particularités de cette opération-là? Premièrement, il y a deux choses qui font tiquer, quoi, qui montrent qu'il y a quand même eu des informations de très haut niveau. Et alors on lit dans les journaux, ouais, c'est des bras cassés, c'est des branquignoles. J'en suis moins sûr. Hein. Ça, c'est pour une fois de plus la culture de l'excuse, mais c'est pas grave, mais oh, Arsène Lupin, tout ça, on a bien ri. Mais c'est en réalité un acte très grave. Alors, première information qui me fait tiquer. Il y avait une autre vitrine à côté de celle qui a été pillée. L'autre vitrine, la deuxième, on la voit sur les photos, elle est juste après celle qui a été attaquée, contenait des bijoux peut-être encore plus beaux et avec des pierres encore plus grosses. Elle n'a pas été attaquée et par une sorte d'amusante coïncidence, les bijoux de cette deuxième vitrine, les pierres précieuses sont factices. C'est-à-dire que les vraies existent, mais elles sont en sécurité quelque part, et ce qui est montré au public, c'est des pierres factices. Autant on ne peut pas montrer des faux tableaux aux gens parce que ça se voit assez facilement, autant une pierre réalisée dans les conditions d'un bijou réel, c'est indécelable. Des fois même, des bijoutiers s'y laissent prendre. Donc ils ont bien été à la bonne vitrine où il y avait des vrais bijoux. Et deuxièmement, le minutage est d'une extrême précision. Le musée du Louvre ouvre à 9 heures du matin et là, les premières personnes arrivent à la caisse, achètent un billet ou montrent qu'elles ont une précommande et après ça, il faut qu'elle passe à la sécurité. Et après ça, une fois seulement que tout cela est fait, elles se répandent pour visiter le musée. En gros, vous avez une arrivée les premiers à 9 heures et vous avez des gens qui sont dans les salles à regarder les tableaux, les statues, les bijoux, tout ce que vous voulez à 9h30. Et là, la période de temps, le laps de temps qui a été choisi est précisément entre le moment où c'est ouvert, donc déjà les gens de la sécurité du Louvre sont occupés à regarder ce qui se passe, et pas dans les salles qui sont encore vides. Vous voyez, tout ça est quand même précis. C'est du bon boulot. Donc, enfin, techniquement, je n'approuve naturellement pas ces actes, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, d'un bout à l'autre, vous avez une directrice bobo qui est en train de se dire que bah, réaliser des fêtes, c'est bien, mais s'occuper de choses vulgaires et vraiment, pour la valtaille, comme la sécurité, c'est pas très important. Et toute la chaîne de commandement jusqu'au président Macron qui se soucie peu, en réalité, de ces actes. Ouais, effectivement. Et puis alors, ce que vous nous expliquez, Xavier Hofer, c'est que on est face à une véritable entreprise. Il y a le donneur d'ordre, il y a ceux qui organisent la façon dont ça va se dérouler, qui trouvent les informations, qui les transmettent ensuite à l'équipe de terrain. Ils font finalement ce que nous, nos dirigeants ne parviennent pas à faire entre eux. C'est, assez, amusant et en même temps, très pathétique, quoi.
Oui, et surtout pour des opérations comme ça, vous constatez des fois, quand il y a des caméras de sécurité, qu'avec l'équipe action, là, c'était pas le cas parce qu'ils sont intervenus en petit nombre. Mais des fois, par exemple, pour les braquages de grandes bijouteries, avec les braqueurs, vous avez un minuteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un chronomètre à la main, qui dit plus de 15 secondes, on décroche ceci, cela. Donc, ce sont des opérations Mm. accomplies par des gens qui sont pas forcément des génies du crime, mais ils ont une tâche précise à accomplir, et c'est le terme qui définit tout, ils sont aguerris, ils ont le calme des vieilles troupes. Faire tout ça en 7 minutes avec la pression gigantesque d'être dépendant d'une échelle qu'à tout moment un policier peut dire: tiens, qu'est-ce que vous foutez là un dimanche? Voilà. Donc, il faut avoir un sang-froid assez formidable. Mm. Mais leur tâche se limitait là. La meilleure preuve, c'est que quand on les a trouvés, ils étaient en train de partir. Voilà, à l'étranger, travail fait, travail accompli. Oui. Xavier Hofer d'ailleurs, donc ils étaient en train de partir l'un vers le Mali, l'autre vers l'Algérie. Bien évidemment, il y a beaucoup de Français qui ont appris cela en étant un peu consternés, puisque une fois de plus, quand même, on retrouve les mêmes profils dans le banditisme en France, a priori. Oui, mais vous avez le sommet de l'État n'est pas libre de sa parole. Les gens, par exemple, qui se sont étonnés du fait que M. Nunez, l'actuel ministre de l'Intérieur, ait dit mais non, il n'y a aucune espèce de relation entre l'immigration et puis la criminalité. Alors, je leur ai dit, mais vous êtes naïf de vous étonner de ça. Si jamais M. Nunez avait fait valoir son idée de faire un lien direct entre insécurité et immigration, il n'aurait jamais été ministre. Il y a quand même un sas pour entrer là-dedans. Donc, évidemment, ils répètent la doxa qui vaut dans leur monde. Ce sont les chefs, ceux qui commandent et ceux qui choisissent les autres sont des néolibéraux qui pensent que la fluidité absolue dans le monde, c'est la valeur suprême, qu'il faut que tout puisse circuler sans aucune espèce d'obstacle. Et tout ce qui tient à la sécurité, c'est-à-dire au fait de vérifier ceci, de contrôler cela, ils appellent ça, et c'est un terme extrêmement méprisant dans leur milieu, ils appellent ça des frictions. Vous voyez, c'est de la friction. C'est ce qui empêche les choses de circuler dans la plus grande fluidité. Eh bien, ceux qui arrivent au pouvoir, c'est ceux qui partagent cette vision-là des choses. Mm. C'est-à-dire que la sécurité, ils s'en foutent. Ça, c'est pour les gens dans la rue, c'est pour les petites gens. Nous, on est abstraitement dans l'absolu pour la fluidité. C'est ça, l'idéologie néolibérale, c'est ça. C'est celle de M. Starmer en Grande-Bretagne, c'est celle de M. Merz en Allemagne, et c'est celle de M. Macron. Et c'est celle, bien entendu, d'Ursula von der Leyen et puis des gens qui dirigent l'Union européenne. Ce sont des néolibéraux. Mm. Il y a beaucoup de Français qui se sont étonnés. Petit point technique avant qu'on retrouve Richard Dessès pour sa chronique et puis on terminera ensemble ensuite Xavier Hofer jusqu'à 8h15. Mais donc petit point technique, il y a beaucoup de Français qui se sont étonnés que les agents de sécurité qui étaient sur place n'aient rien fait. En réalité, on découvre qu'en réalité, il y a tout un protocole. Ils sont censés justement évacuer le musée, mais ils ne sont pas censés intervenir quand justement des cambrioleurs s'introduisent et commencent à voler des pièces. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir là aussi et peut-être repenser le rôle de ces agents de sécurité? Les agents de sécurité ne sont ni formés ni armés pour Mm. ça. Et donc, il est possible, là, si on met naturellement de larges paires de guillemets autour du mot bien, mais les choses se sont bien passées pour les braqueurs, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient dans le laps de temps venu, quelqu'un se serait mis en travers de leur fuite, peut-être aurait-il sorti une arme. On n'a pas de certitude qu'il n'en ait pas, ils ne les ont pas montrés, donc on ne peut pas exposer la vie des personnels non formés, et c'est pas dans leur contrat, quoi, c'est pas Mm. des gardes du corps. Voilà, donc ça, il ne faut pas s'étonner. Les gardiens des musées ont deux fonctions: éviter qu'on s'en prenne aux objets d'art et, en cas d'incendie ou de panique ou de quoi que ce soit, faire en sorte que les gens soient dirigés vers la sortie le plus calmement et le plus, euh, comment dire, élégamment du monde, sans qu'il y ait de gens qui se piétinent, qui se bousculent. C'est tout. Hein. Donc, non, le problème, c'est que la patronne du musée du Louvre était très contente d'elle-même, comme le sont généralement tous ces gens-là. Madame Dati était très contente de la patronne du Monde. Évidemment, c'est la même bande, c'est la même camarilla. Donc, ils sont très contents les uns des autres. Seulement,
il y a plusieurs kilomètres de façades qui donnent sur la rue ou sur les cours intérieures au Louvre. Il y avait en tout 5 caméras et le nombre de personnel affectué à la sécurité a non pas augmenté ces dernières années, mais baissé. Donc, vous mettez au bout tous les paramètres. Vous mettez au bout le fait que toujours plus les bandits s'enhardissent et s'approchent même du sein des saints de la République française, c'est-à-dire le palais du président de la République, pour braquer des bijouteries, pour ennuyer la pulpeuse Madame Carnachian ou quoi que ce soit de ce genre-là. Et vous mettez le fait que la sécurité n'augmente pas alors que le nombre de visiteurs augmente, alors que les risques augmentent, et à la fin, vous avez une catastrophe qui vous pend au nez, quoi. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé, tout simplement, hélas. On va revenir là-dessus, Xavier Hofer. Vous restez avec nous jusqu'à 8h15. Merci beaucoup de participer à cette matinale et de nous partager vos analyses. On fait une pause avec la chronique de Richard de Sèze pendant quelques minutes. Et puis on terminera cette discussion tous les trois. Merci beaucoup et à tout de suite, Xavier Hofer. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Xavier Hofer, donc merci d'être avec nous jusqu'à 8h15. Je voulais vous poser une dernière question, on laissait la parole à Richard Dessès sur ces commissariats de police. Laurence Descartes a réclamé un commissariat de police au Louvre pour pouvoir prévenir justement, faire de la prévention comme vous le suggériez, pour pouvoir prévenir les prochains cambriolages. Évidemment, Laurent Nunez a refusé. Et ce qu'on se disait à l'antenne hier, c'est qu'aujourd'hui, en France, s'il faut poser un commissariat de police à chaque endroit où il y a un problème, et la France va se retrouver recouverte de commissariats de police. Est-ce que selon vous, ce serait quand même une bonne mesure ou est-ce que, une fois de plus, ce serait simplement une solution de facilité et puis d'éclat avec de grandes dispositions, là où simplement, encore une fois, il faudrait surtout faire l'effort de revoir la façon dont les choses fonctionnent? Alors d'abord, une devinette. Savez-vous à quand remonte la dernière réorganisation complète des commissariats de police sur le territoire de la République française? De quand date le fait qu'on ait décidé de mettre des commissariats ici, des commissariats là, mais à l'échelle nationale? Et je suis prêt à parier que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'allais le dire, ou à l'issue. Alors, c'est un plan de réorganisation Pétain-Darlan qui date de 1942, genre Voilà. avril 1942. Alors, depuis, on a fait du bricolage et on a organisé les choses, non pas en fonction de l'intérêt des Français, mais en fonction des copinages et des magouilles avec les syndicats de police. Alors, les syndicats de police disent oui, non, on n'a pas envie d'aller dans tel endroit. Alors, bon, hop, voilà. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la ville de Paris grouille de policiers parce que c'est là où il y a les vies précieuses de. Mais encore que ça marche pas trop, parce que vous avez vu, ils font des braquages à 300 mètres de l'Élysée. Mais Paris grouille de policiers et hier, on parlait encore dans l'actualité des 20 ans de la mort de deux garçons qui s'étaient aventurés dans un poste électrique et qui avaient été électrocutés à mort, donc à Clichy-sous-Bois. Et j'ai fait un petit calcul. Ça faisait 20 ans, hein. Clichy-sous-Bois n'a toujours pas de commissariat de police propre. Il y a toujours un commissariat de police partagé avec la ville voisine qui n'est pas non plus dépourvue de problèmes, qui Ouais. s'appelle Montfermeil. Voilà. Donc, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à la louche, c'est 60 000 habitants pour les deux villes. Vous avez un commissariat commun. Le commissariat commun, il compte, dit le site du ministère de l'Intérieur, à peu près 400 personnels. Et donc, pardon, 150 personnels. 150 personnels pour ces deux villes, pour 60 000 habitants. Une calculette vous apprend tout de suite que ça fait un policier pour 400 habitants. Eh bien, à Paris, c'est sans doute un policier pour 100 habitants. Donc, l'impéritie des gens qui nous gouvernent fait qu'on ne met pas les policiers à l'endroit où ils devraient être, à l'endroit où il y a des émeutes, à l'endroit où il y a du trafic de drogue, mais on les met à proximité des lieux de pouvoir parce que là, ils peuvent préserver la chère existence du couple présidentiel et autres. Voilà. Donc, première question. Je voulais, si vous me permettez, une seconde revenir sur la chronique. Et je veux dire, l'étonnement de notre ami m'étonne, puisque le courant
auquel fait partie Macron. Depuis l'origine, le courant néolibéral, il faut se souvenir, ce sont des professeurs d'économie autrichiens qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, ont vu le libéralisme écrabouillé par une série de catastrophes épouvantables. L'Union soviétique, alors Lénine et Staline n'étaient pas des vrais libéraux. Ensuite, l'Italie de Mussolini, Mussolini n'était pas un vrai libéral. Ensuite, le Troisième Reich, qui n'était pas composé de libéraux pur sucre. Et enfin, horreur suprême pour ces économistes libéraux autrichiens, le fait que le peuple autrichien ait voté pour leur attachement à l'Allemagne nazie. Donc, ils ont fichu le camp aux États-Unis, et là, ils ont passé le reste de leur vie à tenter d'éviter par tous les moyens que le peuple, en votant, vote pour une dictature. Et donc, il y a eu toutes sortes de coussins, d'amortisseurs qui ont été mis entre le peuple et puis le fait qu'il puisse exprimer sa pensée sans qu'elle soit filtrée et contrôlée par des échelons supérieurs. Le fondateur, l'économiste autrichien qui a fondé la doctrine dit laisser le peuple décider du sort de la classe politique, c'est livrer cette dernière à un troupeau de bêtes sauvages qui va les encorner. Voilà. Donc c'est ce que M. Macron, comme ses prédécesseurs, pense du peuple, et notamment son horreur absolue de tout ce qui peut ressembler à un référendum, parce qu'ils savent mieux que tout le monde, ils décident pour tout le monde, et il n'y a aucune espèce d'intérêt, pas plus que Madame la directrice du musée du Louvre, à ce que la Valtaille se mêle de tout ça. Donc, ce que vous avez, cher ami, exprimé comme un étonnement, c'est normal, c'est ce qu'ils pensent, et ils veulent ça, et ils le veulent depuis pratiquement maintenant un siècle. Alors, cher Xavier, si vous me permettez, merci d'avoir rendu hommage à mes talents de comédien, car peut-être cet étonnement était-il fin de ma part, et peut-être n'étais-je pas étonné que Macron, le libéral, évidemment, vomisse le peuple. Ce qui d'ailleurs, j'ai appris ça hier, est un truc qui date depuis Charlemagne, puisque l'adage Vox Populi, Vox Dei, quand on le lit en entier, c'est ceux qui prétendent que la voix du peuple est la voix de Dieu ne se rendent pas compte, effectivement, qu'ils vont confier le gouvernement des affaires à un troupeau de bêtes sauvages. C'est ce que dit déjà, mais je vous retrouverai la citation exacte, la personne qui, sous Charlemagne, était en train de mettre en garde l'empereur contre les désirs du peuple. Donc voilà, ça ne date pas d'hier. Oui, alors, tout ça est normal. Ils font ce qu'ils ont décidé de faire depuis l'origine. Et Madame Truss, qui se prétend conservatrice, et Monsieur Starmer, qui se prétend travailliste en Grande-Bretagne, tout ça, c'est les deux faces de la même pièce néolibérale. Et ils sont là pour diriger en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction des lois, des théories qu'ils émettent, et dont ils n'envisagent pas une seconde que le bon peuple ait à les approuver ou discuter sur quelque point que ce soit. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, dans des affaires comme celle du musée du Louvre, qui à un moment donné cristallise, et la suffisance, l'arrogance de la mémère, là, quand elle a été déposée au Sénat, mais c'était la suffocation. Mais comment? Mais on ose, mais mon nom a été jeté en pâture, mais vous vous rendez compte? Fi donc, Marquis, voilà, on était là-dedans, on est en 1785. La mauvaise nouvelle, pour les gens en question, on la trouve dans Tocqueville. Tocqueville, dans les origines de la Révolution, il écrit la chose suivante, je le cite de mémoire, approximativement, et il parle de 1785. Il était curieux dans les couches supérieures de la société de voir tous ces gens de la bonne société discuter entre eux de la douceur du peuple, de ses doux plaisirs, de sa fidélité et de sa gentillesse, quand 1793 est sous leurs pieds, spectacle ridicule et terrible. Voilà ce que dit, souhaitons qu'on n'en vienne pas jusque-là, mais quand même, les intéressés, à force de mépriser tout le monde et de se moquer de ce que les gens veulent, ils courent quand même vaguement un risque, même démocratiquement. Vous avez évidemment parfaitement raison. Ce qui était stupéfiant surtout, ce sont ces mensonges. Elle a expliqué notamment que la sécurité avait été chez elle un souci constant et une urgence absolue. Je cite urgence absolue, alors comme l'a remarqué Didier Rickner, quand on lit l'ensemble des rapports annuels du Louvre publiés depuis que Laurence Descartes en est la présidente, la sécurité n'est absolument, enfin la sécurité contre le vol n'est absolument pas une priorité. Elle parle de sécurité incendie, elle parle de sécurité
juridique. Elle ne parle pas de sécurité des vitrines, elle ne parle pas de sécurité contre le vol. Enfin voilà. Et donc elle ment. Mais en parcourant le site de l'Élysée, j'ai aussi été frappé par le fait que dans les urgences et les missions que c'était de confier le président de la République, il avait assuré la sécurité des Français. Et justement, des statistiques Eurostat viennent de sortir. J'aimerais que vous les commentiez. Homicides intentionnels réussis, c'est un taux de 1,06 pour 100 000 habitants en 2018, donc il vient d'être élu. En 2024, 1,34 homicides intentionnels réussis pour 100 000 habitants, donc 25% d'augmentation. En quantité, on est passé de 831 meurtres en 2018 à 976, donc 28% d'augmentation en chiffres, si on compte véritablement le nombre de meurtres. Et même chose en fait pour les cambriolages. Voilà, il y a en moyenne, en 2024, il y a à peu près 1200 cambriolages par jour, c'est-à-dire à peu près 50 par heure. Et ça, c'est la manière dont Emmanuel Macron nous prétend avoir amené à une France apaisée, à une France paisible. Il le prétendait en 2022 et avoir fait de la sécurité une priorité de son mandat. Je vais avoir d'autant moins de peine à commenter ces chiffres que c'est moi qui les ai révélés hier dans Atlantico, après avoir passé des mois à chercher dans les statistiques d'Eurostat, parce que vous savez, les filous qui nous gouvernent, ils sont obligés de donner un certain nombre de chiffres à Eurostat, à l'Union européenne, mais ils ne les publient pas en France. Alors quand même, les criminologues ont des anciens étudiants partout, y compris à Bruxelles, et j'ai pu exhumer les chiffres en question, mais ce n'est pas le pire. Homicides et tentatives dans les 7 années pleines de M. Macron, c'est-à-dire qu'il commence en gros en 2017, et puis après ça, la première année pleine c'est 2018 et la dernière année pleine c'est 2024. 2018-2024, homicides et tentatives sous M. Macron, plus 59%. C'est du jamais vu depuis que les statistiques existent. Donc ils sont nuls, mais il faut leur reconnaître quand même une chose, c'est qu'ils ne font même pas semblant, quoi. Voilà, c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Donc oui, je vous confirme tout ça. C'est la faute du Covid et de l'Ukraine, sans doute. Pardon ? Je dis, c'est sans doute la faute du Covid et de l'Ukraine. Ou de Poutine. Voilà, merci. Voilà, donc c'est des gens, ils sont là pour faire semblant. Quand M. Darmanin est arrivé ministre de l'Intérieur, la cocaïne, c'est très important. À l'heure actuelle, à chaque époque, naturellement, il y a un moteur dans l'activité criminelle. À un moment donné, ça a été la traite des blanches, à un autre moment, ça a été le braquage, mais il y a des modes dans le milieu criminel. Vous avez un moteur. Le moteur, à l'heure actuelle, de l'activité criminelle mondiale, ce qui rapporte le plus, c'est le trafic de cocaïne. Imaginez-vous que si vous avez du bol, c'est-à-dire si vous faites les choses sans vous faire attraper, vous faites 4 allers-retours en Amérique latine et vous êtes riche à centaines de millions, vous persévérez pendant encore 2-3 ans, vous êtes milliardaire. Donc le président Chirac parlait d'ascenseur social. L'ascenseur social le plus rapide au monde, c'est le trafic de cocaïne. Quand M. Darmanin, qui nous dit qu'il va lutter à mort contre les trafiquants de cocaïne, arrive au ministère de l'Intérieur, le prix d'un gramme de cocaïne, c'est 80 €. Alors, toute marchandise licite ou illicite, c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire plus c'est rare et plus c'est cher. Ça, on l'apprend à l'école communale. Donc, si jamais M. Darmanin avait été efficace dans sa lutte contre la cocaïne, aujourd'hui, elle devrait valoir 120 € le gramme, parce qu'il en aurait pris plus, parce qu'il aurait été plus de narcos, donc la drogue aurait été plus rare, donc plus chère. À l'heure actuelle, les vrais experts, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur ces sujets-là au long cours, disent que c'est moins de 50 € le gramme et qu'à la fin 2025, on en sera à un prix moyen de 45 € le gramme. Voilà, c'est ça le triomphe, c'est-à-dire que l'efficacité de l'État dans tous les sujets du régalien s'effondre. Pas même la semaine dernière, le patron d'un des plus importants syndicats de police, surtout chez les gradés, disait la police nationale est à l'agonie, on n'a plus moyen de faire face. Le même jour ou la veille, le président d'un grand ressort de justice disant, excusez du peu, c'est Paris quand même, hein, voilà, Paris et la région parisienne, disait je ne vais pas pouvoir juger les criminels en 2026. Il a d'ores et déjà la justice, ça se prévoit à long terme.
Et donc, il cherche à l'heure actuelle à organiser mais simplement à mettre des gens dans une pièce pour juger les voyous, il n'y arrive pas. Donc, tout ça est au bord de l'effondrement. Et pour tout ça, merci Emmanuel. Voilà, bah, vous avez la même conclusion que Richard de Sèze et c'est parfait. Merci Emmanuel. Merci à vous Xavier Hofer surtout d'avoir été avec nous ce matin. L'ensemble de cet entretien est à retrouver dans la journée sur YouTube, chers auditeurs. Richard de Sèze, merci pour votre chronique. Et Xavier Hofer, malheureusement les choses ne vont pas en s'arrangeant en France, donc on aura l'occasion de vous retrouver très bientôt à notre antenne. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.